Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut ou Héronime. Eh bien écoutez, aujourd'hui on est là pour le 42e épisode, et ce 42e épisode va nous faire répondre à la question précise de ce moment. Est-ce que Terros est une bonne ou une mauvaise édition pour le commandeur ? Ou plutôt Terros par-delà la mort, puisque c'est là le nom de l'édition, la nouvelle édition, le nouveau Terros, en fait le retour sur Terros, mais heureusement ils ne l'ont pas appelé comme ça. Alors juste, voilà. Comme d'habitude, on va passer en revue d'abord les commandants, et puis je vais parler des cartes qui me semblent intéressantes dans l'édition pour le commandeur. Alors ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes, ça veut dire que je me suis concentré essentiellement sur celles qui, pour moi, ont un certain niveau d'efficacité, qui est suffisamment intéressante pour que je puisse envisager de la mettre dans beaucoup de decks, ou du moins dans une partie de mes decks. Voilà, bon. Au niveau des informations, je vous rappelle que les avant-premières pour Terros par-delà la mort se déroulent le 17, 18 et 19 janvier, donc du coup c'est-à-dire là, dans la fin de la semaine, hein, voilà, tout simplement, et que la sortie officielle techniquement de l'édition avec voilà, les boîtes, tous les produits associés, les bundles, les Planeswalker Deck, sortent le vendredi 24 janvier, voilà, donc voilà les petites infos classiques. Alors, à l'heure actuelle, là, pendant que je suis en train d'enregistrer, je ne sais pas si cette vidéo va être divisée en deux parties ou non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais, écoutez, vous verrez bien, hein, puisque je ferai une pause à la limite, au moment où je me rends compte qu'on va peut-être faire deux parties, en effet. Sinon, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous soutenir et nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc du coup, Facebook, Twitter, Insta, voilà, bon. Vous avez notre adresse mail en plus qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et en plus, vous pouvez également nous soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Vous avez déjà été assez nombreux et très généreux en plus à le faire. Franchement, merci beaucoup. Voilà, donc si jamais vous voulez soutenir financièrement la tour, parce que bon, c'est quand même entre la table de commandement d'ailleurs qui devrait sortir d'ici quelques semaines, puisqu'on vient de l'enregistrer. Écoutez, c'est quand même des investissements qu'on fait et ça fait plaisir de voir que le travail que je fais derrière vous plaît énormément. Et ça fait plaisir de voir du coup que vous êtes prêts même à le soutenir financièrement. Donc merci énormément, merci à ceux qui ont déjà, qui nous soutiennent déjà, et merci également à ceux qui nous rejoindront par la suite. Voilà. Et merci à ceux qui ne peuvent pas éventuellement nous soutenir mais qui sont toujours là. Merci quand même. Voilà. Sinon, n'oubliez pas que le like, l'abonnement, tout ça, le commentaire, c'est de bonne loi, puisque YouTube aime bien, et du coup, si YouTube aime bien, moi je dis que j'aime bien aussi, voilà. Donc ça fait toujours plaisir, ça fait aussi plaisir de pouvoir discuter avec vous des différentes cartes de l'extension, bien sûr. Donc, on est parti pour cette analyse de Terros par-delà la mort. On va commencer avec les commandants dans l'ordre des couleurs, bien sûr. Donc du coup, on va commencer par le blanc. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que dans chacune des couleurs, il y a eu, en fait, au moins un Planeswalker, un commandant, Unco, je vais y arriver, un commandant rare et un commandant mythique. Bon, sauf exception, on va en parler un petit peu plus tard, mais du coup, ce qui fait que déjà de base, en fonction de la rareté, évidemment, on a des commandants qui ont une toute autre puissance, mais au moins, ça fait que pour les gens qui ne tomberont pas forcément sur les mythiques, ils auront au moins les Unco et les rares vers lesquels ils pourront se tourner, et on va voir justement s'ils sont intéressants ou non. Alors on va commencer avec l'Unco blanche, Daxos béni par le soleil, qui coûte 2 blancs, c'est une créature enchantement légendaire demi-dieu. Oui, les créatures enchantement sont de retour, donc c'est à la fois des créatures et des enchantements, avec 2 en force et étoile en endurance, sachant que l'endurance de Daxos est égale à votre dévotion au blanc, c'est-à-dire le nombre de symboles blancs qui apparaissent dans les coûts de mana des permanents que vous contrôlez. Voilà, donc du coup, je tiens à préciser que ça n'inclut pas les coûts en mana dans les capacités par exemple, c'est uniquement dans le coût de la carte en fait. Voilà, en haut à droite comme d'habitude. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille ou meurt, vous gagnez 1 point de vie. Alors du coup, Daxos, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Déjà, globalement, c'est une 2-2 au minimum, puisqu'il coûte 2 blancs. Donc du coup, voilà, la dévotion en blanc sera forcément de 2 au minimum. L'avantage, en fait, c'est que derrière, on est sur une carte plutôt classique. On est sur une carte qui fait gagner les points de vie quand les créatures arrivent sur le champ de bataille. Voilà, c'est l'effet Soul Sister, voilà, qui existe depuis très longtemps. Et qui est très joué en blanc. Voilà, c'est du gain de points de vie en blanc, c'est classique, disons-le. De l'autre côté, ce qui m'intéresse, c'est qu'en plus, il y a le fait que quand elle meurt, vous gagnez un point de vie. Donc là, c'est un petit peu, du coup, on se retrouve avec l'effet inverse, celui qu'on avait plutôt sur
sur, par exemple, comment il s'appelait encore, celui qui accueille la mort, qui est en noir en fait. On avait également le surineur de Zulaporte, mais tout comme Blood Artist, en fait des créatures qui faisaient perdre des points de vie aux adversaires et qui vous en faisaient gagner à chaque fois qu'il y avait une créature qui mourait. Là, évidemment, on est sur un effet un peu plus uniquement de votre côté, et qui est sur le gain de points de vie à fond. Alors, est-ce que ça va révolutionner le Commander ? Non, mais c'est un bon ajout. Et éventuellement, si vous voulez faire un petit deck mono-blanc tranquille avec plein de petites bêtes, le Winnie White, comme on l'appelle, écoutez, ça peut être une bonne alternative à d'autres commandants qui existent déjà. Donc voilà, c'est un petit choix. Éventuellement, faire un petit peu de gain de points de vie, voilà, si vous jouez les frères de Dajani, tout ça. Donc voilà, Daxos me semble très correct, mais sans être non plus un commandant exceptionnel. Voilà, c'est un commandant Unco, mais il est pas mal. On a en commandant rare blanc Taranika, vétérane Acroen, qui coûte 3 dont 2 blancs. C'est une 3-3 humain et soldat avec la vigilance, et à chaque fois que Tanarika attaque, dégagez une autre créature ciblée que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, cette créature a une force et une endurance de base de 4-4 et acquiert l'indestructible. Alors du coup c'est marrant parce que là on a une petite référence à Kitéon, enfin à Gideon du coup, et il y a même son monument qui est juste derrière elle. Donc voilà, si vous ne le savez pas, il y a un petit monument à Gideon qui existe sur Theros depuis sa mort récente, et du coup voilà, on a le petit monument derrière. Bon, sinon parlons de la carte en elle-même. En soi, j'aime beaucoup le fait que c'est déjà une très bonne carte. On est en train de parler d'une créature 3-3 vigilance pour 3. Donc déjà on a des bonnes stats. Derrière on a le fait que elle compte sur la phase d'attaque. Bien sûr, c'est du classique, on est encore sur du Winnie White assez aggro. Et de l'autre côté on a le fait qu'elle dégage une créature, donc du coup ça va être un bloqueur supplémentaire, parfait. Et derrière qu'elle le rend 4-4 indestructible. Donc du coup là on dit, ah ok, Taranika en fait, malheureusement c'est une autre créature qu'elle cible, mais elle permet d'avoir au moins une 4-4 indestructible qui passe à chaque fois. Enfin, qui peut passer, imaginons. Et l'avantage, en fait, c'est que la créature en question garde les autres statistiques qu'elle a. C'est juste qu'on change la force et l'endurance et on lui donne une capacité supplémentaire. Et on la dégage, bien sûr. Mais globalement, si elle a le lien de vie, si elle a le vol et tout ça, du coup, ça en fait encore une créature, voilà. Si vous avez mis une petite 1-1 vol, et d'un seul coup, ça devient une 4-4 indestructible qui en plus est dégagée quand Taranika va attaquer avec elle. On est là, oui, d'accord, ok, oui, c'est pas mal. Aussi le fait qu'elle demande pas à ce que la créature en question soit une créature attaquante, donc du coup si jamais vous avez un gros effet sur une capacité activée qui oblige à engager la créature en question, vous pouvez très bien du coup dégager cette créature. Bon après c'est un petit peu dommage, hein, voilà. Taranika pour moi il faudrait avoir un moyen de lui donner de l'évasion, ou au moins faire en sorte du coup de lui faire quitter en fait la phase d'attaque. Si jamais elle se met en danger en fait. Et pour ça, j'ai évidemment un enchantement en particulier que vous connaissez peut-être, qui est Reconnaissance, voilà, qui fait que vous pouvez pour 0 en fait dégager une créature attaquante que vous contrôlez et la retirer du combat. Donc du coup voilà, c'est très simple, très efficace, et ça marche bien avec Taranika du coup, qui compte plus sur les autres créatures que sur elle-même, mais malheureusement elle doit s'engager dans la phase d'attaque avant. Le commandant blanc mythique, c'est Eliod, souverain du soleil. Alors là, je vous ai mis la version très pimp qu'on va voir dans les boosters collector, qui coûte 3 dont 1 blanc. C'est une 5-5 créature enchantement légendaire dieu. Et là, vous me dites, quoi, une 5-5 pour 3 qui est indestructible en plus. Comment ? Et en fait, tant que votre dévotion au blanc est inférieure à 5, Eliod n'est pas une créature. Donc du coup, voilà, vous devez avoir 5 symboles de mana dans les coups de vos permanents. De mana blanc, pardon, dans les coups de vos permanents, pour faire en sorte qu'il devienne une créature. Mais honnêtement, on s'en fiche parce qu'il y a toujours des effets qui peuvent être activés ou déclenchés. Et justement, on a une capacité déclenchée. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée ou un enchantement ciblé que vous contrôlez. Bizarre de préciser sur un enchantement, mais pourquoi pas. Et pour 2 dont 1 blanc, une autre créature ciblée acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Alors ici tout l'intérêt en fait c'est que Eliod va permettre de booster vos créatures, et que il le fait uniquement quand vous gagnez des points de vie. Mais du coup, il dit également, ah bah oui, j'ai moyen de donner le lien de vie à une créature que jusqu'à la fin du tour, c'est pas mal. Et du coup, voilà, vous permettez à une créature qui a le lien de vie de se booster derrière, voilà, grâce à Eliod. Mais le problème, c'est que ça a amené à 2 combos infinis, en fait, avec des cartes similaires. C'est tout simplement avec la baliste ambulante et avec Triskel, qui sont 2 cartes similaires qui demandent de retirer des marqueurs +1/+1 qui sont sur elle, pour infliger une blessure à une cible. Et du coup, tout l'avantage, c'est que Eliod derrière, s'il donne le lien de vie, ou si la créature arrive à avoir le lien de vie d'une manière ou d'une autre, et derrière, en fait, on se retrouve avec Eliod va se rendre compte qu'une créature inflige des blessures, donc du coup, lien de vie, même si c'est des blessures avec les marqueurs +1/+1 qui sont enlevés, hein, bien sûr, lien de vie, donc du coup, vous gagnez un point de vie, Eliod va dire, ah, tu as gagné un point de vie, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, donc du coup, il va éventuellement cibler, bien sûr, la baliste ou Triskel, qui va regagner un marqueur, qui pourra réenlever ensuite gratuitement, pour
à nouveau mettre une blessure, qui va refaire gagner des points de vie, etc., etc., etc. Donc en gros, vous one-shotez une table, oui. Alors vous ne me dites pas, oui, mais c'est incroyable et tout, ça fait un kill tour 2, tour 3, tour 4, oui. Alors après, il faut setup aussi, évidemment, si vous mettez la baliste, les gens vont peut-être s'acharner un petit peu dessus, surtout si ils savent que vous jouez Elliot dans le deck, ou que c'est votre commandant. Donc du coup, ça va être un petit peu... oui, alors on va essayer de faire en sorte quand même de le buter avant. Bon, voilà. Donc du coup, des combos, après ça reste, en dehors de ces deux combos qui existent, ça reste en fait tout simplement une créature qui... Bah, c'est du classique en fait, on est sur un commandant classique qui nous fait gagner des points de vie, c'est cool, mais est-ce que c'est exceptionnel? Bah non, c'est bien, mais c'est pas non plus gigantissime quoi. Ça reste un très bon ajout je pense pour les decks qui aiment beaucoup gagner des points de vie, donc voilà, bah écoutez, Heliod, un bon choix. Alors, en bleu, on a deux commandants Enco, voilà, bah évidemment, hein, fallait une exception, c'est le bleu. On a Calaf, bien aimé des mers, qui coûte 3, donc 2 bleus, c'est un demi-dieu créature enchantement légendaire, encore une fois, avec étoile 3, donc la force de Calaf, de Calaf est égale à la dévotion au bleu, donc du coup voilà le nombre de symboles bleus dans les permanents, parmi les permanents que vous contrôlez. Les créatures et les enchantements que vous contrôlez ont les sorts que vos adversaires lancent, qui ciblent ce permanent, coûtent 1 de plus à lancer. Alors, c'est cool, je veux dire, c'est une petite protection pour vos créatures qui fait que voilà, tout ce qui est anti-bet, tout ça, bah voilà, c'est pas mal, voilà, je veux dire, après, voilà, c'est pas exceptionnel, voilà, c'est les enchantements et les créatures, les artefacts ne sont pas concernés, c'est un peu dommage, parce que bon, le bleu joue quand même aussi des artefacts, hein, mine de rien, donc bon, c'est cool, sans être une protection de taré. Bizarrement, moi je m'attendais presque à ce que Calaf, bah elle est comme Daxos, une endurance qui augmente en fonction de votre dévotion au bleu, et non pas une force, puisque bah, je la vois mal attaquer, en fait, ça reste quelque chose dans un deck un peu plus protection, un deck un peu plus où on stall, on traîne un petit peu dans la game, donc bon voilà, je ne sais pas, Calaf c'est cool, mais sans plus quoi. Alirios en extase est l'autre commandant Unco, c'est une 2-3 pour 3 dont un bleu, c'est une créature légendaire humain, il arrive sur champ de bataille engagé, et quand il ne se dégage pas pendant que votre étape de dégagement, si vous contrôlez un reflet, donc voilà, tant qu'il y a un reflet sur le champ de bataille, vous ne pouvez pas le dégager. Et quand Alirios arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton 3-2 bleu reflet. En fait, c'est une référence à Narcisse dans la mythologie gréco-romaine. Alors, je sais plus si c'est grec ou romain, voilà, j'aime bien la mythologie, mais là j'ai un petit... Voilà. Et du coup, Alirios, bah ouais, c'est sympa, mais c'est loin d'être fou. Donc bon, le problème c'est qu'on est si vous le jouez en commandant, on est en mono bleu. Il fait une autre bête quand il arrive, d'accord, c'est une 3-2. Techniquement, vous avez gagné une 2-3 et une 3-2 pour 3. Cool, mais bon, la 2-3 n'est pas utilisable tant que le 3-2 n'est pas décédé. Je suis dubitatif, voilà. C'est un commandant plutôt quelconque et franchement pas très intéressant, donc bon, moi je passe. Trix, la tempête soudaine, notre commandant rare, qui est une créature légendaire élémentale et géant qui coûte 5, dont 2 bleus, et qui est une 4-5 avec le flash et le vol. Pas mal déjà les stats hein, pour le moment. Et les sorts que vous lancez avec un converti de mana supérieur ou égal à 5 coûtent 1 de moins à lancer et ne peuvent pas être contrecarrés. Alors là, ouais. Donc du coup là, si vous le jouez en tant que commandant, on est en train de parler d'un deck gros spell, donc du coup avec des sorts qui coûtent 5 ou plus, qui du coup seront réduits en coût et ne pourront pas être contrecarrés. C'est cool parce que généralement en fait, en bleu, les gros sorts, les sorts qui coûtent vraiment cher, on n'a pas vraiment envie de les voir en contrecarré. Bon, je pense à Faille Cyclonique quand c'est... Ah oui, non, sauf que oui. Sauf que oui, Faille Cyclonique malheureusement coûte que 2. Donc du coup, Faille Cyclonique n'est pas possible. Même en surcharge, voilà. C'est un coût alternatif, donc ça ne compte pas. De l'autre côté, on a Expropriate, voilà, enfin bon, plein de trucs comme ça, tous les... voilà, le Time Stretch, voilà, qui vous fait gagner 2 tours supplémentaires, tout ça. Également, voilà, généralement tous les sorts qui vous font gagner des tours supplémentaires, qui sont à 5, voire plus. Bah du coup c'est pas mal, là on a Trix qui permet de les réduire de coût déjà, qui permet de les lancer à 4 plutôt, et il va empêcher de les contrecarrer. Donc c'est sympa. Après moi je le verrais plutôt dans un deck, bah pourquoi pas bleu-vert en fait, qui a tendance à ramper déjà de base, qui joue des gros sorts pas uniquement en bleu mais du coup aussi en vert. Ça donne une petite synergie un peu sympa, donc Trix pour moi, vous pouvez le monter sur un mono bleu mais c'est pas forcément ce que vous voulez le plus. Et vous pouvez le monter sur, enfin le mettre dans un deck en fait bleu-vert, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc voilà, pas mal de possibilités, un petit réducteur de coût pour les gros sorts. Tassa Batréenne, la créature enchantement légendaire dieu, donc du coup mythique, qui coûte 4 dont un bleu, c'est une 6-5 avec l'indestructible.
Tant que votre dévotion bleue est inférieure à 5, Tassa n'est pas une créature. Au début de votre étape de fin, exilez jusqu'à une autre créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Et pour 4, dont un bleu, vous engagez une autre créature ciblée. Alors du coup, ce qui est cool, c'est qu'en fait, là on est déjà toujours sur des Mondstadt pour les dieux, puisqu'ils ne sont pas des créatures systématiquement. L'avantage, c'est que ici, en fait, Tassa, c'est un cabinet du conjureur. Alors si vous ne connaissez du conjurateur, pardon. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un artefact pour 5 qui fait exactement la même capacité de déclencher au début de votre étape de fin. Vous exilez jusqu'à une autre créature ciblée que vous contrôlez, puis vous la renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle. Alors du coup, il y a une précision à faire. C'est ce qu'on appelle un effet de blink. C'est hop, la créature, elle part en exil, puis elle revient sur le champ de bataille. Que ça soit tout de suite ou plus tard dans le tour, quoi. Le truc, c'est que le cabinet du conjurateur et Tassa ont un effet... juste un petit mot qui change beaucoup de choses. C'est que vous allez exiler une créature ciblée que vous contrôlez, et vous allez la renvoyer sur le champ de bataille sous votre contrôle. Parce que généralement, en fait, les effets de blink font que la créature, elle revient sous le contrôle de son propriétaire. Du coup, ce qui fait que si vous prenez le contrôle d'une créature, vous la blinkez, généralement, elle va retourner sous le contrôle de son propriétaire. Sauf que là, ça n'est pas le cas. Et du coup, ce qui rend ça très intéressant, puisque il existe en bleu, en rouge, en bleu, rouge, vert aussi avec... comment j'ai oublié son nom. Ah mince. Yasova, voilà, dans les Témurs. Des créatures, des sorts qui permettent de prendre le contrôle jusqu'à la fin du tour. Sauf que si, avant la fin du tour, vous exilez et vous renvoyez sous le contrôle la créature en question, eh bien, sous votre contrôle en plus, eh bien en fait la créature, l'effet qui s'applique à elle, qui disait que vous deviez la rendre à la fin du tour, n'existe plus. Puisque, techniquement, il est parti en exil et il est revenu. Donc du coup, ça n'est plus le même objet dans la partie. Voilà, c'est toujours la même carte, mais ça n'est plus le même objet. En gros, celui qui avait reçu la capacité comme quoi, enfin, qui avait reçu l'effet comme quoi il devait être rendu à la fin du tour. Donc là, non, vous le gardez. Du coup, ce qui rend cet effet encore plus intéressant sur un dieu, donc du coup qui est généralement un enchantement, indestructible. Très bien, donc voilà, c'est parfait. Et en plus, on a un petit peu de gestion dessus, avec cet engager une autre créature ciblée, ça peut être cool, voilà, ça enlève un petit peu de bloqueur, tout ça. Donc, pourquoi pas de la prise de contrôle des créatures adverses, ou éventuellement, tout simplement, blinker vos propres créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu. Et ça rend le Tassa très intéressante, je l'aime beaucoup, même si je ne sais pas comment est-ce que je vais le tourner sur un mono bleu, parce que généralement, les mono bleus aiment bien prendre le contrôle définitivement des créatures adverses. Donc, il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu. Ensuite, pour le noir, on a en unco une créature enchantement légendaire demi-dieu, à nouveau, Timaret élu parmi les morts, qui est de retour, il était noir-rouge avant. Ici, il coûte 2 noirs, c'est une 2 étoiles, avec une endurance équivalent à la dévotion au noir, bien sûr, vous avez compris la logique maintenant. Pour 2 dont 1 noir, vous exilez jusqu'à 2 cartes ciblées depuis des cimetières, vous gagnez 1 point de vie pour chaque carte de créature exilée de cette manière. Alors, je le trouve cool, parce que voilà, c'est de l'anti-cimetière sur une créature avec une capacité activée plutôt simple, pourquoi pas. Ça fait gagner des points de vie éventuellement derrière, si vous avez exilé des créatures. C'est cool, mais sans être non plus un truc sur lequel moi je builderai à fond. Donc bon, c'est vrai que si les adversaires ne remontent pas souvent les cimetières, les cartes des cimetières, bon bah écoutez, voilà, Timaret sera pas forcément le plus utile au monde. Après, il vous fait gagner des points de vie en faisant cette capacité-là si vous avez des créatures qui vont au cimetière. Donc pourquoi pas dans un deck du coup qui a tendance à vrasser un petit peu, à gérer les créatures régulièrement, pourquoi pas. Donc voilà. Ou alors de la meule, tout ça, enfin bon, je ne sais pas trop, mais je trouve qu'en mono noir c'est peut-être un petit peu trop léger encore pour être réellement efficace, mais ça peut s'intégrer dans pas mal de decks en fait comme créature utilitaire tout simplement. Ensuite, on a Aphemi la cacophonie, la créature enchantement légendaire harpie rare du noir, qui coûte 2 dont 1 noir, c'est une 2-1 vol, et au début de votre étape de fin, vous pouvez exiler une carte d'enchantement de votre cimetière, si vous faites ainsi créer un jeton de créature 2-2 noir zombie. Je suis très peu convaincu par cette carte. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un commandant qui coûte peu cher, mais qui est aussi très peu solide. C'est une 2-1. Bon, c'est un peu dommage. Bon, elle a une capacité d'évasion, d'accord, mais le but ici n'est pas d'attaquer. Le but, c'est exiler des enchantements de votre cimetière pour faire en sorte de créer des zombies. Je ne suis pas sûr que j'ai envie d'exiler des enchantements de mon cimetière, et du coup d'en mettre beaucoup pour faire des zombies, surtout en noir. Donc, je ne suis pas très convaincu, malheureusement. Le noir et les enchantements, je trouve que c'est trop... C'est une mauvaise relation. On a eu Daxos, le retour... Ah oui, The Returned, le revenu, le reparu, qui était plutôt mauvais dans ces couleurs-là. Enfin, il était en blanc-noir.
Donc bon, on avait au moins le blanc pour ça, mais je trouve que là, c'est mono noir, c'est compliqué. Donc du coup, non, je ne suis pas partant du tout pour ça. Erebos Cœur Lugubre, la créature enchantement légendaire dieu, mythique du coup, qui coûte 4 dont 1 noir, c'est une 5-6. Il est indestructible et tant que votre dévotion au noir est inférieure à 5, Erebos n'est pas une créature, comme tous les autres dieux monocolores. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Pour 2 dont 1 noir, sacrifiez une autre créature. La créature ciblée gagne -2, -1 jusqu'à la fin du tour. Alors, c'est sympa, en fait ça me fait beaucoup penser un peu au système qu'on avait eu avec Ayara durant Throne Eldraine ou Yogg-Saibul aussi dans Horizon du Moderne. Je veux dire, on est sûr tout simplement du sacrifice avec du bénéfice derrière. Il y avait aussi Vilis, tiens, voilà, Vilis qui permettait de perdre des points de vie pour pour piocher les cartes et mettre -1 sur une bête. Voilà, donc on est sur un principe simple, on va sacrifier des créatures. On est sur de l'aristocrate encore une fois, hein. Emmerich pourrait vous en dire beaucoup là-dessus, mais du coup on est sur le fait qu'on va sacrifier des créatures pour du coup ensuite perdre quelques points de vie, piocher une carte, mettre un malus. Alors malheureusement c'est un -2, -1, voilà, j'avoue que c'est pas non plus foufou, mais c'est un bonus comme un autre. Alors après, est-ce que c'est la capacité que vous allez le plus utiliser? Non. Je pense que le but c'est que autour de Erebos, vous allez avoir des moteurs à sacrifice et des bêtes que vous aurez envie de sacrifier. Et du coup derrière, vous avez envie de payer des points de vie, clac, piocher des cartes. Et du coup c'est encore une fois un moteur à value en noir, donc plutôt classique, mais c'est un bon ajout et voilà, c'est pas mal. En rouge, alors en rouge on a que 2 créatures légendaires, on s'est fait arnaquer. Voilà, le rouge s'est fait arnaquer, dites-le autour de vous. On a Anax endurci dans les forges, une créature enchantement légendaire demi-dieu, qui coûte 3 dont 2 rouges, c'est une étoile 3, avec une force égale à la dévotion au rouge. A chaque fois qu'Anax ou qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de créature 1-1 rouge satyre avec. Cette créature ne peut pas bloquer. Si la force de la créature était supérieure ou égale à 4, créez 2 de ces jetons à la place. Alors c'est cool parce qu'il trigger aussi sur sa propre mort, sympa. Mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est cette synergie à la mort. Voilà, on est. Alors du coup, oui, si vous voulez jouer un deck sacrifice en rouge, bon, ça peut se faire, hein, voilà, tranquille. L'avantage est que du coup, derrière, vous continuez à gagner du board, tout ça. Alors du coup, ce qui est plutôt bon avec l'ancien Porphoros, qui faisait que chaque adversaire prenait 2 quand il y avait une créature qui arrivait sur le champ de bataille. Donc du coup, vous jouez à une créature, vous la sacrifiez, paf. Ils ont pris 2 quand elle arrive, ils prennent 2 quand les satyres arrivent. En plus, si vous en mettez 2 d'un coup, du coup, ça fait encore 2 et 2. Ah, parfait. Donc du coup, il y a moyen que ce soit assez utile. Après, est-ce qu'en lui-même, je le jouerais comme commandant? Non. Je pense qu'il fonctionne dans pas mal de petits decks qui jouent sur le fait d'avoir des créatures, éventuellement de les sacrifier, de les envoyer à la boucherie. Le fait que ces créatures-là, elles sont mises au cimetière, sacrifiées, enfin voilà. Donc, il y a vraiment moyen que Anax, ça soit une bonne carte dans pas mal de decks, mais pas forcément tout seul. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne, notamment avec le commandant suivant, qui est Porphoros, sang de bronze. C'est une créature enchantement légendaire dieu, bien sûr, qui coûte 5, dont 1 rouge. C'est une 7-6 indestructible, et tant que votre dévotion rouge est inférieure à 5, Porphoros n'est pas une créature, bien sûr. Les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité, très bien, très fort, très bonne capacité. Et en plus derrière, pour 3 dont 1 rouge, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature rouge ou de créature artefact depuis votre main. Sacrifiez-la au début de la prochaine étape de fin. Alors du coup, évidemment, Porphoros donne la célérité de base, donc du coup pas besoin de le mettre dans la capacité. Très bien. Donc, moi j'aime bien le fait déjà qu'il donne la célérité de base. Je veux dire, pour un enchantement à 5, bon, on s'y attendait un petit peu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que derrière on a un sneak attack en fait. Sneak attack est un enchantement qui permet de mettre sur le champ de bataille pour 1 rouge une créature de votre main et de lui donner la célérité, et ensuite, voilà, les sacrifier au début de l'étape de fin. Du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, alors, on a la capacité sur Porphoros, qui malheureusement, elle coûte 3 à activer. Elle ne prend en compte que les créatures rouges ou créatures artefacts. Et mais derrière, du coup, elle n'inclut pas aussi le fait de donner la célérité, puisque Porphoros le fait également. Donc du coup, une remarque qu'on peut faire, c'est que si Porphoros se fait gérer après que la créature soit arrivée, malheureusement, la créature n'a plus la célérité. Voilà, tout simplement. Donc, petit truc gênant, mais bon, après on est en train de parler d'une créature enchantement qui est indestructible, qui généralement sera seulement un enchantement, rarement une créature. Donc bon, du coup tout de suite c'est un petit peu moins gênant quoi. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est en gros une synergie avec un de mes commandants que j'ai actuellement, qui est Feldon de la 3ème voie. Oui, voilà. Qui lui en fait permet de récupérer, enfin de faire des copies des jetons copies de créatures dans votre cimetière.
qui ont la célérité, et du coup de les faire attaquer tout de suite, quoi. Donc du coup c'est génial. Et l'avantage c'est que du coup pour Phoros, ayant cet effet sneak attack, il dit finalement les deux fonctionnent bien ensemble. Il va mettre une créature qui coûte éventuellement beaucoup plus cher que 3, on va espérer, depuis votre main sur le champ de bataille, lui donner la célérité, les sacrifier. Feldon ensuite pourra la ramener au tour suivant. Et du coup en gros on a une sorte de petite synergie entre les deux qui peut bien fonctionner. Donc je vous avoue que je pense que pour Phoros, je vais le mettre dans mon deck Feldon tout simplement. Passons maintenant au vert, avec Renata appelée à la chasse, qui coûte 4 dont 2 verts, c'est une créature enchantement légendaire du demi-dieu, encore une fois, étoile 3, avec la force égale à la dévotion au vert. Chaque autre créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. C'est cool, voilà, je suis pas... Bon, pas une grosse carte, mais c'est cool. Je suis assez content en fait parce que si jamais vous avez un deck qui tourne autour des marqueurs +1/+1, que ce soit en mono vert ou que vous vouliez la jouer dans un autre deck, pourquoi pas en bleu vert, encore une fois, le bleu vert est partout. Écoutez, pour moi ça me semble être une très bonne carte, un très bon petit ajout qui ne casse pas des briques, certes, mais au moins qui a l'avantage de pouvoir mettre des marqueurs en plus. Donc, voilà, cette petite synergie marqueur +1/+1, pourquoi pas. Ensuite, en commandant rare, on a une créature enchantement légendaire araignée, Arasta de la toile sans fin, qui coûte 4 dont 2 verts, c'est une 3/5 portée. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton 1/2 araignée avec la portée. Non. Alors, je dis non pourquoi ? Je dis non pour le fait de la jouer en tant que commandant, parce que vous ne pouvez pas assurer que les adversaires vont jouer systématiquement des éphémères et des rituels. Parce que derrière, la value, elle est nulle part en fait. Là, vous n'avez pas de value avec Arasta. Autant jouer du coup Ishkana, qui était un commandant araignée noir-vert, et du coup mettre Arasta dans le deck, là du coup ça fait une araignée supplémentaire qui a un bon bonus. En fait, pour moi, Arasta, elle aurait très bien pu ne pas être légendaire, être juste une araignée rare comme ça dans l'édition, et on aurait dit c'est cool, c'est un bon ajout pour le deck araignée en commandeur, voilà, pourquoi pas. Mais en tant que commandant, je la vois jamais jouer, je vois pas pourquoi elle le serait en fait. Donc du coup, voilà, je pense pas que ce soit une bonne solution de la jouer en tant que commandant. Par contre, pour les fans des araignées qui aiment bien faire les decks autour, allez-y, faites-vous plaisir quoi. Le dernier commandant vert, c'est Nilea, œil perçant, créature enchantement légendaire dieu, encore une fois qui coûte 4 dont 1 vert, c'est une 5/6 indestructible, avec qui n'est pas une créature tant que votre dévotion au vert est inférieure à 5. Et les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, cool. Et pour 3 dont 1 vert, vous révélez la carte dessus de votre bibliothèque, c'est une carte de créature, mettez-la dans votre main, sinon vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc bon, c'est cool, je veux dire, on a un commandant ici qui est plutôt sympa. Je veux dire, c'est pas un des commandants que vous joueriez en vert et que vous allez dire « Oh mon dieu, c'est trop pété !» Non, en fait, l'avantage c'est que Nilea a ce petit bonus d'être dans les commandants bons du vert, mais sans être non plus dans les commandants qui déchirent tout. Parce que la réduction de coût, c'est très bien. Je veux dire, on est en vert, si vous jouez en mono vert avec Nilea, je me doute que vous allez aimer la réduction des coûts. Derrière le fait que vous pouvez mettre, révéler la carte dessus de la bibliothèque et la mettre dans votre main, c'est une créature, c'est sympa. Qui plus est, vous pouvez même filtrer dessus votre bibliothèque, puisque si c'est pas une créature, vous pouvez la mettre au cimetière également. Donc voilà, je veux dire, c'est un terrain en trop, vous avez plus besoin de terrain, écoutez, paf. Quoique derrière, mine de rien, je veux quand même vous le dire, ça serait quand même utile d'avoir des terrains en plus, puisque Nilea, en fait, finalement, elle est là pour utiliser le mana que vous avez en trop. Si jamais vous avez 9 terrains et que vous n'avez pas de carte en main, du coup, Nilea peut éventuellement vous permettre de faire 3 fois sa capacité pour éventuellement trouver une carte active, et derrière, pouvoir la jouer. Donc du coup, c'est plutôt pas mal d'avoir du mana en trop avec Nilea, puisque cette capacité, elle permet de l'utiliser. C'est un mana sink, comme on appelle. Donc, un bon commandant, même si c'est pas non plus exceptionnel. Passons maintenant au commandant multicolore, on a Atrice, oracle des demi-vérités, une créature légendaire humain et conseiller qui coûte 4 dont un bleu et un noir, c'est une 3 de menace. Et quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé regarde les 3 cartes dessus de votre bibliothèque et les sépare dans un tas face cachée et un tas face visible. Mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Je n'aime pas Atrice, je vais le dire tout de suite. Déjà, pourquoi ? Parce que... en fait... j'ai l'impression de voir un commandant qui veut faire beaucoup trop de choses en même temps, qui est beaucoup trop de choses en même temps. On a un commandant bleu-noir, donc du coup moi le bleu-noir généralement ça m'évoque la meule, le contrôle, et ensuite qui veut piocher, mais qui donne le choix de la pioche à l'adversaire ciblé. Il a la menace, du coup ce qui fait que il va être dur à bloquer. C'est une 3-2, donc du coup il a l'air assez agressif, 3-2 menace.
C'est assez étrange, vraiment. J'ai cette impression que Atrice, il est un petit peu le cul entre 5 chaises différentes, presque. Et surtout, sa capacité, enfin je suis désolé, hein, mais 3 cartes, c'est peu. L'adversaire peut éventuellement, il peut essayer évidemment de vous brain un petit peu et de dire ouais, t'as vu, j'ai mis une bonne carte là, du coup ça veut dire que celles-là elles sont encore meilleures et tout ça. Ou alors à l'inverse, hein, j'ai mis une bonne carte là, mais en fait c'est que des cartes de merde, donc du coup j'essaie de te faire croire. Donc du coup il y a un petit côté aussi où l'adversaire va jouer un petit peu au poker avec vous, il va essayer de faire du bluff. Et malheureusement, je n'aime pas cette capacité, parce que déjà vous donnez le choix à l'adversaire, et en plus derrière, l'adversaire décide comment est-ce qu'il organise l'état, en vous en cachant un en plus. Donc du coup vous ne choisissez pas directement ce que vous prenez, vous choisissez en faisant des plans sur la comète, comme quoi il a dû fonctionner comme ça et tout. Non. Honnêtement, Atrice pour moi n'est pas un bon commandant. Et puis en plus derrière, du coup, à moins que vous jouiez beaucoup sur les cartes qui peuvent être relancées depuis le cimetière, voilà, c'est une des possibilités. Ou alors pouvoir récupérer votre cimetière régulièrement. Mais là, je trouve que c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Et du coup, il faut en plus qu'il revienne sur le champ de bataille régulièrement pour faire son effet, parce qu'il n'a pas d'intérêt quand il est sur le champ de bataille et qu'il glande. Voilà. Donc, bof. Passons plutôt à Dalakos, façonneur de merveilles, une créature légendaire ondin artificier qui coûte 3, dont 1 bleu, 1 rouge, c'est une 2-4, qui s'engage pour faire 2 mana incolores, pour uniquement à dépenser dans les sorts d'artefacts ou les capacités d'artefacts. Les créatures équipées que vous contrôlez ont le vol et la célérité. Donc, ce qui fait que Dalakos, en fait, c'est un peu de l'aggro. Voilà. Oui, alors il y en a qui vont me dire, what, mais artefact et tout. Oui, mais en fait, le truc le plus intéressant, c'est pas le fait qu'il rajoute 2 mana. Bon, si, c'est intéressant. Il y a d'autres cartes qui le font, en fait, de produire 2 mana incolores pour des cartes d'artefacts et les capacités des artefacts. Voilà, on en a en bleu qui existe. Mais le truc, c'est les créatures équipées que vous contrôlez ont le vol et la célérité. Ce qui donne un côté très punch, en fait, à ce commandant-là. On est en train de parler de jouer des petits artefacts qui s'équipent pour très peu, et du coup qui font que vous allez jouer des créatures qui aiment éventuellement bien être équipées aussi, ou alors des créatures un petit peu plus grosses qui ont vraiment envie d'avoir le vol, et de pouvoir bourrer tout de suite. Et du coup, on est là sur le fait de jouer des créatures, paf, les équiper tout de suite, rapidement, avec Dalakos ou sans lui. Et derrière, boum, on attaque en vol, et c'est parti, quoi. Voilà, donc du coup, c'est très... je pense que ça peut être un deck très rapide, très nerveux, en fait, au niveau de sa conception. Après, voilà, il faut trouver l'équilibre entre tout ce qu'il faut, entre les créatures, entre les équipements. C'est vrai que, voilà, les équipements ont quand même, si vous en jouez beaucoup, c'est un petit peu un problème également, de devoir prendre en compte ces coûts d'équipement en plus. Voilà. On a Eutropie 2 fois protégée qui coûte 3, dont 1 vert et 1 bleu. C'est une créature légendaire humain et sorcier 2-2 avec la constellation. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Alors du coup, constellation étant justement quand un enchantement arrive sur le champ de bataille. Voilà. Donc c'est la capacité en question et qui revient plusieurs fois dans l'édition. J'aime beaucoup Eutropie, puisque finalement... elle donne des boosts, des marqueurs +1/+1, c'est cool, parce que voilà, on parle quand même du bleu-vert, donc c'est sympa, et elle donne en plus le vol à la créature en question. Mais il y a un petit problème, en fait, la couleur dominante des enchantements, c'est le blanc. Il est où le blanc? On a perdu le blanc. Du coup, c'est dommage, parce qu'en fait, Eutropie, pour moi, elle s'intégrera plus dans un deck, comme Kestia, Estrid, voilà, tous les decks enchanteresses, en fait, qui jouent pas mal d'enchantements et de créatures enchantements. Et derrière, le boost est conséquent, je veux dire, c'est sûr que derrière vous allez pouvoir jouer pas mal de créatures enchantement et du coup les booster entre elles, tout ça, les faire voler, paf, on est parti. C'est cool, mais en elle-même, je pense qu'elle ne peut pas être le commandant du deck parce que bleu-vert c'est trop faible au niveau des enchantements, sans avoir le blanc qui est quand même la couleur qui apporte beaucoup en fait aux enchantements. On a Galéa de la danse perpétuelle, une créature légendaire satyre qui coûte 1 rouge et 1 vert, c'est une 2-2 célérité. Voilà, donc là on sent l'aggro déjà. Les autres satyres que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la célérité. A chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, vous pouvez vous défausser d'une carte au hasard. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Alors, que dire? Il y a des satyres, il y a un commandant satyre actuellement disponible dans l'édition. Eh ben non, ne faites pas ça. En fait, je pense que... c'est intéressant, voilà, de dire ah oui les satyres et tout ça, mais en fait les satyres il y en a trop peu dans Magic, il y en a trop peu entre l'ancienne Teros et l'actuelle Teros pour réellement faire un deck autour, ou alors ça va être un deck assez bancal. En fait moi je pense qu'il faut tout axer autour de la dernière capacité qui dit que vous allez attaquer avec 3 créatures, vous défaussez une carte au hasard et vous allez piocher 2 cartes, c'est de la bonne value.
Alors du coup, il faut donner de l'évasion éventuellement à vos créatures, ou jouer des toutes petites créatures que vous allez pouvoir avec lesquelles vous allez pouvoir attaquer régulièrement. Et du coup, l'avantage de jouer les petites créatures aussi avec Galea, c'est que vous pouvez aussi dealer avec vos adversaires, dire bah écoutez, j'ai besoin de piocher, on deal ensemble, tu me laisses t'attaquer, je te mets éventuellement 4, voilà, paf, donne mon commandant et 2 à 1. Et puis derrière, bah, tu me laisses piocher en fait des cartes en plus. Après, avec de l'évasion, essayez de trouver des cartes qui peuvent faire en sorte que vos créatures piétinent, mais du coup, c'est vrai que jouer avec des petites créatures, ça ne sera pas trop compatible avec le piétinement. Bon, le vol, ça m'étonnerait quand même, mais voilà, je pense qu'il faudrait réussir à trouver un petit peu d'évasion autour, ça va être complexe, parce que généralement, voilà, on joue pas trop autour du fait de vous évader, voilà, surtout avec un commandant qui est une 2-2, ça va être compliqué, donc du coup peut-être qu'il faudra pas attaquer avec elle, et plutôt attaquer avec vos plus grosses créatures, éventuellement avec des jetons, pourquoi pas, en rouge-vert ça se joue aussi, donc bon, il y a pas mal de choses à explorer, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient trouver leur bonheur avec Galea, parce que c'est un deck simple et facile à monter. Actos l'épargné qui coûte 2 rouges et 2 blancs, c'est une créature légendaire humain et guerrier, 6-1, oui, oui, il attaque à chaque combat si possible, oui. Et au moment où il arrive sur le champ de bataille, choisissez 2, 3 ou 4 au hasard. Et Actos a la protection contre chaque coup converti de mana, autre que le nombre choisi. Voilà, c'est une référence à Achille. Donc bon, c'est assez intéressant d'un point de vue flavor. Mais malheureusement, pour moi, il me manque une capacité Actos, c'est la célérité. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, il a la protection contre chaque coup converti de mana, autre que le nombre choisi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il ne pourrait être touché que par les sorts qui coûtent 2, 3 ou 4. Donc, un truc à faire très facilement, vous enlevez les capacités déclenchées des créatures quand elles arrivent sur le champ de bataille. Vous avez Orbe de Torpeur, qui permet de le faire. Vous avez la prêtresse de Tilonali, je pense. Ah mince, j'ai oublié son nom. Une carte excellente qui permet de le faire également. Et il y a aussi un Griffe qui permet de le faire, qui est du bloc Innistrad, premier du nom, qui permet aussi d'empêcher les créatures d'avoir des capacités déclenchées quand elles arrivent en jeu. Donc du coup, le but c'est ça. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie de choisir. Parce que si il arrive sur le champ de bataille et que vous l'empêchez du coup d'utiliser ses capacités, enfin de déclencher ses capacités, vous n'allez pas choisir au hasard un nombre, et du coup il aura la protection contre tous les coups convertis de mana. Alors du coup ça veut pas dire qu'il est protégé contre tout, hein. Le sacrifice est toujours présent, voilà par exemple. Donc bon, vraiment, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça peut donner, mais je pense que c'est beaucoup de boulot à faire, mais voilà, je pense que c'est pas non plus un commandant exceptionnel. Vous pouvez aller jusqu'à dire, ah ouais, on va exploiter au maximum ses capacités. Ouais, il en a qu'une en fait, finalement, c'est la protection. Le reste, il est obligé d'attaquer à chaque combat, donc du coup, ça veut dire qu'il peut pas le bloquer non plus. Donc ouais, c'est... Voilà, encore un truc à régler. Donc bon, c'est un peu dommage. On a l'un de nos dieux bicolores, d'ailleurs, qui est le seul dans l'édition. C'est Clotis, déesse de la destinée, qui coûte un rouge, un vert et un générique. C'est une 4-5, créature enchantement légendaire dieu, bien sûr, indestructible, et qui n'est pas une créature, à moins que votre dévotion au rouge et au vert cumulé est inférieure à 7. Donc du coup, rouge et vert cumulé, c'est-à-dire qu'on compte si le total de rouge et de vert arrive à 7, du coup ça devient une créature. Au début de votre première phase principale, exilez une carte ciblée d'un cimetière, citez une carte de terrain, ajoutez un rouge ou un vert, sinon vous gagnez 2 points de vie et Clotis inflige 2 blessures à chaque adversaire. Je trouve ça cool en fait. On est vraiment sur quelque chose de très différent de ce qu'on propose généralement dans le rouge-vert. On est sur une capacité qui ressemble en fait à Deathstride Shaman, voilà. Shaman Ridmore, qui du coup permet d'exiler des terrains ou des autres cartes pour faire des effets, voilà, faire du mana, faire perdre des points de vie, gagner des points de vie. Là on est strictement là-dessus en fait. Ça c'est cool. Alors après, comment monter Clotis du coup ? C'est la grande question. Personnellement en fait je le vois comme un deck autour duquel on va essayer de, pas forcément de bourrer mais de stoller un peu la partie, de dire voilà, on est là pour éventuellement fetcher, du coup mettre des terrains rapidement au début de la partie pour pouvoir ramper assez rapidement, éventuellement ramper avec d'autres cartes, donc du coup ce qui permet de mettre des dégâts derrière. Donc du coup voilà, vous mettez des éphémères rituels au cimetière directement, vous jouez quelques créatures, des bonnes créatures rouges-vertes qui du coup vont permettre de vous protéger et tout, être un peu agressif une fois de temps en temps. Vous mettez aussi quelques sorts à X qui vont infliger X à tous les joueurs, ouais, et à toutes les créatures éventuellement. Pourquoi ? Parce que généralement vous allez être devant, vous mettez 2 à chaque adversaire, vous pourrez gagner 2. Donc du coup vous avez fait un différentiel de 4 points de vie entre vous les adversaires. Sur
une capacité déclenchée. Donc c'est cool. En plus, Clotilde généralement ne sera pas très souvent une créature. Bien sûr que vous allez peut-être jouer beaucoup de permanents et du coup ça va peut-être arriver, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très intéressant, sans être non plus un commandant extrêmement pété, mais quelque chose de différent de ce qu'on voit d'habitude dans le rouge-vert. Donc je suis plutôt content, plutôt hypé. On a Kroxa, Titan de la soif de mort, qui coûte un noir et un rouge, c'est une créature légendaire ancêtre et géant. C'est une 6-6. Alors là, il y en a qui tiquent déjà. 6-6 pour 2. Oui, il y a une contrepartie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous le sacrifiez à moins qu'il ne soit échappé. Alors c'est une capacité de l'extension, on va y venir juste après. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, chaque adversaire se défausse d'une carte, puis chaque adversaire qui ne s'est pas défaussé d'une carte non terrain de cette manière perd 3 points de vie. Donc, ça c'est pas mal déjà. On va y revenir un petit peu après, et je vais vous expliquer l'échappée qui est une capacité d'extension. Échappée vous demande de payer un coup de mana, ici c'est 2 noirs et 2 rouges, et d'exiler d'autres cartes de votre cimetière, donc là ça va être 5 ici, pour pouvoir le lancer en fait depuis votre cimetière. En gros voilà, c'est un peu le flashback pour les créatures, mais avec un coût supplémentaire. Voilà, c'est coût alternatif, plus le fait d'exiler des cartes de votre cimetière, pour pouvoir le relancer. Alors, vous allez me dire, oui, mais ouais, bah, c'est un peu, ça demande d'avoir des cartes au cimetière, tout ça. Oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Du coup, ce qui fait que, bah, en noir-rouge, vous allez jouer généralement des cartes qui vont aller au cimetière, vous pouvez jouer à sacrifice, tout ça. Donc bon, d'ailleurs, c'est bien, puisque Kroxa se sacrifie quand il arrive sur le champ de bataille, à moins qu'il ne soit échappé. Sinon, ce que vous avez tout simplement moyen de faire, c'est jouer des doubleurs de capacité déclenchées. Voilà, donc Panharmonicus. Alors là, je parlais tout à l'heure d'empêcher les capacités activées, déclenchées, pardon. Ici, je parle de les doubler, puisque bah, le faire 2 fois, enfin faire la deuxième capacité 2 fois, du coup faire en sorte que chaque adversaire se défausse d'une carte, je trouve ça très intéressant. Surtout qu'en plus, Kroxa, l'autre capacité qu'il fait quand il arrive en jeu, qui n'est pas, s'il n'est pas échappé, bah on s'en fout, vous pouvez pas le sacrifier 2 fois de suite, quoi. Il va être sacrifié une fois et puis c'est tout, quoi, c'est réglé. Donc bon, vous pouvez ensuite le remettre en zone de commandement et du coup repayer 4 pour le lancer. Après, l'avantage principal, c'est tout simplement qu'en échappé, il va toujours vous coûter le même prix en fait. Il coûtera toujours 2 noirs, 2 rouges, et en plus 5 autres cartes de votre cimetière. Donc voilà, après c'est sûr qu'il faut les 5 autres cartes, ça c'est une autre chose, il faut voir construire le deck de manière à ce que ce soit possible. Après voilà, donc du coup vous pouvez lancer Kroxa une fois pour un noir, un rouge, il va au cimetière, vous le remettez en zone de commandement, vous le lancez pour 2 génériques, un noir, un rouge, avec la taxe de commandement, et du coup il repart au cimetière, et ensuite vous pouvez le relancer pour 2 noirs, 2 rouges, et voilà. Ok, sinon parlons également de la capacité quand même principale de Kroxa, hein, voilà, il n'y a pas uniquement l'échappée qui est présente. Tout simplement, le fait de faire défausser les adversaires, c'est très intéressant, surtout pour aussi peu de mana au début, hein, un noir, un rouge c'est quand même peu. Mais derrière, le fait qu'il y a une punition pour ceux qui ne se sont pas défaussés d'une carte non-terrain, bah voilà. Donc du coup, vous défaussez d'une carte non-terrain, vous ne perdez pas 3 points de vie. Vous défaussez d'une carte de terrain, et bah du coup, vous perdez 3 points de vie, pardon. Mais de l'autre côté, aussi ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous ne vous défaussez pas tout court, vous perdez 3 points de vie. Voilà, puisque techniquement, vous ne vous êtes pas défaussé d'une carte non-terrain. Voilà, vous vous avez pas défaussé, mais vous ne l'avez pas fait en fait, vous ne vous êtes pas défaussé d'une carte non-terrain. Voilà, bah techniquement, vous perdez 3 points de vie aussi. Donc du coup, c'est très intéressant, vous pouvez faire un deck défausse autour de ça peut-être, mais je le trouve déjà pas mal parce qu'en plus, ça oblige les joueurs en fait à défausser en fait leurs cartes actives, à défausser des cartes qui seront, donc du coup, ils ne sont pas les terrains. Mais surtout, en fait, éventuellement en fin de partie, à ne pas défausser les terrains, parce que du coup, sinon, ils vont perdre des points de vie. Donc, c'est dur pour les adversaires, en fait. Là, je trouve qu'il est très, très hardcore, ce commandant-là. Ensuite, on a Kunoros, chien d'Atreos, créature légendaire, chien de chasse, pour 3, dont un blanc, un noir et un générique, 3-3. Vigilance, menace, lien de vie. Voilà, beaucoup de capacité pour ce chien. Les cartes de créatures des cimetières ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille, donc du coup ça bloque l'échappée carrément. Et les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts depuis les cimetières, donc ça le bloque carrément. C'est très intéressant pour le coup au niveau de l'anti-cimetière quoi. On empêche l'échappée, on empêche tout ce qui est remise directement sur le champ de bataille. Donc c'est efficace, ça empêche tout ce qui est Meren tout simplement. Voilà. Meren ne peut plus ranimer les bêtes sur le champ de bataille. Ça empêche également tout ce qui est du coup l'échappée, tout ce qui est réanimation, enfin voilà, c'est vraiment très fort, mais malheureusement il y a un problème, vous ne pouvez pas baser un deck là-dessus.
Je veux dire, vous pouvez pas jouer Kunoros, Chien Atreus, en commandant. Vous allez pas le jouer lui en disant ah ouais non mais comme ça du coup les decks cimetières, ouais mais du coup s'il y a personne qui joue de deck réanimation, vous allez faire comment? Votre commandant il sert à rien? Bah oui. Après c'est toujours une bonne bête, je veux dire. C'est ça aussi qu'il a pour lui, c'est le fait que c'est une 3-3, vigilance, menace, lien de vie. Donc voilà, il a au moins ça pour lui. Mais je ne le jouerai pas en tant que commandant. Je le jouerai plutôt dans un deck blanc-noir si jamais il y a beaucoup de decks qui jouent sur la réanimation et les cimetières dans votre boutique. Voilà. Mais je le jouerai pas comme ça, de but en blanc, juste en disant paf. Voilà, je vais jouer le chien-chien. Polukranos, libérer une créature légendaire zombie hydre qui coûte 4, dont un noir et un vert. C'est une 0-0 qui arrive avec 6 marqueurs +1/+1 sur lui. Et si jamais il s'est échappé, eh ben, il a 12 marqueurs +1/+1 sur lui à la place. Si des blessures devaient être infligées à Polukranos pendant qu'il a un marqueur +1/+1 sur lui, prévenez ces blessures et retirez-lui autant de marqueurs +1/+1. Pour 3, dont un noir et un vert, il se bat contre une autre créature ciblée. Et il a l'échappée pour 6, dont un noir et un vert, en exilant 6 autres cartes de votre cimetière. Ok, alors bon. Comment dire? Je suis un petit peu dubitatif sur Polukranos. J'aimais bien la précédente version, qui était loin d'être exceptionnelle, mais qui est bien. Ici, bon, on a une 6-6 pour 4. Lourd, très lourd. Mais le problème, c'est qu'en fait, on retire les marqueurs au fur et à mesure, donc du coup, ce sont techniquement des blessures qui ne disparaissent pas. Voilà, puisque les marqueurs sont retirés en fonction de ce qu'il a pris dans la tronche. Et c'est compliqué, parce que bah, du coup, la Polukranos devient tout de suite beaucoup moins fort. Il se prend des baffes, il peut être bloqué par des 2-2, des 1-1 et tout ça. Après, bon, en fait, ça peut être un gigantesque anti-bet que vous utilisez avec ces 3 manas pour qu'il se batte en fait contre une autre créature ciblée. Mais derrière, le coût d'échappée est extrêmement élevé finalement. Hein. 6 de mana, plus en plus 6 autres cartes pour le faire revenir. En 12-12, certes. Mais derrière, bah du coup, ouais, c'est juste, il va se battre. Et en fait, ça devient un gros anti-bet sur patte. Mais finalement, qui est pas si fort que ça. Donc, j'ai quand même un gros doute sur ce commandant. Et je pense pas qu'il soit réellement jouable en fait. Donc, bah... Siona, capitaine du Pileas, une créature légendaire humain et soldat Unco, qui coûte 3 dont un vert et un blanc, c'est une 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous regardez les 7 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'aura parmi elles, la mettre dans votre main, et mettre le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et à chaque fois qu'une aura que vous contrôlez devient attachée à une créature que vous contrôlez, créez un jeton de soldat 1-1 blanche, humain et soldat. Alors du coup, il y a une combo infinie qui existe déjà, oui, en fait avec, protégé par la foi, qui est en fait une aura pour 3 dont 2 blancs qui rend la créature enchantée indestructible, mais qui dit que quand une autre créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lui attacher du coup le protégé par la foi. Le problème, c'est que bah du coup, vous mettez l'aura par exemple sur Siona, du coup bah vous allez créer une 1-1 blanche humain soldat. Du coup ce qui fait que bah oui, l'enchantement il dit mais attends, il y a une autre créature qui vient d'arriver sur le champ de bataille, parfait. Bah du coup vous pouvez lui mettre dessus. Siona voit que y a une aura qui est mise, qui est attachée à une créature que vous contrôlez, donc du coup elle crée à nouveau un soldat, et du coup vous pouvez déplacer à nouveau le protégé par la foi sur le nouveau soldat, et ainsi de suite, du coup partir dans une boucle infinie, où vous faites 1 million de soldats, parce que voilà, si vous voulez arrêter un moment, voilà c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de le faire du coup avec protégé par la foi, mais c'est une combo existante, et du coup qui vous permet d'avoir tout simplement une tonne de jetons quoi. Donc voilà, après... En dehors de cette combo-là, ça reste quand même un commandant assez intéressant. On est en blanc-vert aura, donc c'est cool, on est dans les bonnes couleurs. Bon, le bleu est absent, mais c'est pas obligatoire non plus. Le fait qu'elle va justement chercher une aura, c'est sympa aussi. En plus, au-dessus de la bibliothèque, voilà, elle vous permet de faire un petit peu le tri. Et derrière, elle fait en plus des bloqueurs supplémentaires qui seront supposément des créatures que vous pourrez ensuite enchanter, même si je déconseille de le faire avec des jetons généralement, puisque voilà, quand on renvoie les jetons en main ou quand on peut les détruire un peu facilement, c'est vrai que ça fait un peu mal. Donc bon voilà, c'est un bon commandant, blanc-vert, pourquoi pas enchantement, et je sais pas, ça mérite de faire un petit deck autour quand même. Uro, titan de la rage de la nature, qui coûte 3 dont un vert et un bleu, c'est une 6-6 ancêtre et géant, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous le sacrifiez à moins qu'il ne soit échappé, c'est encore une fois un titan. Et quand il arrive sur le champ de bataille ou quand il attaque, vous gagnez 3 points de vie et vous piochez une carte. Puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Et il a lui aussi l'échappée pour 2 verts et 2 bleus. Exiler 5 autres cartes de votre cimetière. Voilà, pour pouvoir le rejouer depuis votre cimetière. C'est... waouh. Je suis impressionné, en fait.
c'est potentiellement une carte que j'aimerais monter en tant que commandant, puisque alors lui il coûte un mana de plus que l'autre, que son copain, voilà, quoi que ça. Mais l'avantage c'est que derrière il a le même coup d'échappée, finalement on retrouve à 4, donc du coup ça fait que voilà, c'est plutôt pas mal. Le fait que il vous permette d'un côté, enfin il permet de gagner des points de vie, de piocher, de ramper, c'est lourd. On est vraiment sur du très lourd quoi. Qui plus est, la carte de terrain arrive directement dégagée. Il le fait éventuellement comme Kroxa quand il attaque également, ce qui le rend très intéressant parce que du coup gain de points de vie, pioche à l'attaque et en plus rampe, ça vous permet de vraiment, enfin j'ai l'impression qu'il a la possibilité de vous faire avancer dans la partie très rapidement. Alors du coup est-ce que derrière, comment est-ce qu'on va mettre des cartes dans votre cimetière pour pouvoir le faire échapper? Bah tout simplement en faisant en sorte que vous ayez par exemple du ramp dès le début de la partie, qui permet du coup d'avoir des cartes dans le cimetière. Alors après, on va espérer quand même pouvoir le protéger un minimum avec le bleu, avec le vert, tout ça. Mais voilà, je suis vraiment impressionné pour le coup par ce commandant-là. Et ça reste du bleu-vert value, hein, voilà, on va pas se le cacher. Mais c'est très intéressant, je trouve. Et on a enfin Atreus voilé d'un linceul, qui est la Boy Box, donc du coup vous pourrez l'avoir uniquement si vous achetez une boîte complète de boosters à votre boutique. C'est une créature enchantement légendaire dieu 4-7 qui coûte 6, dont un blanc et un noir. Indestructible bien sûr, qui n'est pas une créature tant que votre dévotion au noir et au blanc n'est pas égale ou supérieure à 7. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur pièce sur une autre créature ciblée. Et à chaque fois qu'une créature avec un marqueur pièce sur elle meurt ou est mise en exil, renvoyez sur cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Alors, je le trouve très lent, voilà, il coûte 6 et tout ça, c'est dommage parce qu'en plus on est en blanc-noir, c'est pas vraiment les couleurs qui rampent le mieux, mais je pense que vraiment, sur la long game, ça peut être une carte, enfin un commandant très intéressant. Pourquoi? Parce que, alors vous allez me dire, oui, en fait ça fait qu'une pièce à la fois à l'étape de fin, ouais, c'est sûr. Mais en fait, le truc c'est que c'est sur une autre créature ciblée, c'est pas que vous contrôlez. Donc du coup vous pouvez très bien le mettre sur les créatures adverses. Et du coup derrière faire des vrasses en boucle, ou alors tout simplement exiler des créatures, les blinker, voilà. En blanc-noir, on a les possibilités, hein, blinker en blanc, voilà. Oui, quand il arrive sur le champ de bataille, patati patata, vous exilez la créature ciblée, paf, jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Et bah oui, sauf que là il est exilé, boum, il y a une pièce dessus, ah bah tiens, elle vient sur mon contrôle. Et du coup vous récupérez le stuff adverse. Vous dites, ah bah non mais, en fait c'est moi qui les contrôle maintenant, j'ai investi une pièce dessus, maintenant c'est à moi. Et je trouve ça très efficace et très intéressant. Donc, voilà, il y a des possibilités avec. Il y a des possibilités avec. Et je trouve ça génial. Bon, soyons honnêtes. Vous avez vu le temps de la vidéo actuellement. On a parlé uniquement des commandants. Et on va parler uniquement des commandants dans cette vidéo. Voilà, je l'avoue. Donc, on se retrouve très bientôt. Je pense que ça sera demain pour la deuxième partie avec le reste de l'édition, qui sera probablement beaucoup plus courte, puisqu'ici on a quand même 26 commandants. Alors attendez, je recompte quand même. 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 24, 27 du coup avec Atreus, oui 27 au total bien sûr. Donc du coup on avait quand même 27 commandants à traiter, et oui, c'était normal quoi, je veux dire, il fallait prendre le temps de le faire. Et je pense qu'au niveau des commandants, on casse pas des briques sur ce qui est proposé. Il y a de nouvelles cartes qui sont sympas, qui font des petits ajouts supplémentaires, mais qui sont loin d'être extraordinaires, quoi. Donc on est sur des très bonnes cartes pour certaines, des cartes plutôt classiques pour d'autres, mais on reste dans ce que ces couleurs-là savent bien faire. Donc, pourquoi pas, en tant que nouveau joueur de Commander, tout ça, ou en tant que joueur qui veut faire un deck un peu plus classico, monter un de ces decks-là, un de ces commandants-là, pour le plaisir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve dans la partie 2 pour parler des cartes de l'extension, et je vous dis à la prochaine et salut à tous, bye bye.